Monsieur, pourriez-vous faire semblant d'être mon papa, juste pour une journée? Supplia la petite fille au PDG. Excusez-moi. J'ai commandé de l'eau plate, pas gazeuse, dit Harold Blake d'une voix froide et sèche en posant fermement la bouteille sur le comptoir. La caissière, à peine sortie de l'université, cligna des yeux en regardant le ticket de caisse, troublée. Je suis désolé, monsieur. Je pensais que vous aviez tort, et maintenant je suis en retard pour une réunion. Harold ajusta le revers de sa veste de costume bleu marine, d'un ton sec mais sans élever la voix. Il ne cria pas, il n'en avait jamais eu besoin. Sa présence se chargeait de tous les cris. Derrière lui, la file d'attente du supermarché du coin de Manhattan s'agitait. Le murmure sourd des murmures new-yorkais commença à s'agiter. Taille frustrée, regards impatients, hochements de tête subtils. Mais Harold s'en fichait. La précision était sa devise. Les erreurs, aussi minimes soient-elles, n'étaient pas acceptables. Puis, fendant l'air tendu, une voix, minuscule, aiguë et étonnamment claire, retentit derrière lui. Monsieur, pourriez-vous faire semblant d'être mon papa, juste pour une journée? Harold se retourna. À quelques pas se tenait une petite fille, pas plus de 6 ans, aux boucles dorées encadrant un visage rond et sérieux. Ses grands yeux bleus océan le fixaient avec une sincérité terrifiante. Elle portait un sweat à capuche rose délavé et des chaussettes dépareillées aux couleurs fluo. Derrière elle, une jeune femme se précipita, essoufflée, le visage rouge de panique. Anna, halta-t-elle en s'accroupissant pour saisir doucement les épaules de l'enfant. Ma chérie, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. La femme leva les yeux, troublée. Ses cheveux blonds clairs tombant en vagues lâches étaient tirés en une tresse désordonnée. Elle portait un manteau beige usé, des baskets éraflées et l'épuisement évident de quelqu'un qui ne s'était pas assis depuis des jours. Mais ses traits étaient saisissants, même sous la fatigue. Je suis vraiment désolée, dit-elle à Harold en tirant Anna vers elle. Elle dit des trucs, c'est tout. Elle ne voulait pas dire? Oui, c'est moi qui le pensais, interrompit Anna, les yeux écarquillés. Demain, c'est la fête des papas à l'école et tout le monde amène son papa. Je n'en ai pas, mais je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aider. Harold la fixa du regard. L'espace d'un instant, il oublia complètement l'eau, la file d'attente, la réunion. Il y avait quelque chose dans le regard sans peur, sans filtre, de la petite fille qui désarmait tous les murs soigneusement construits par lui. Je suis vraiment désolé, répéta la femme en essayant de ramener Anna vers la porte. On y va. Nous sommes vraiment désolés. Attendez, dit Harold. Ils se figèrent tous les deux. Harold cligna des yeux, puis regarda la femme droit dans les yeux. Votre fille, dit-il doucement. Comment s'appelle-t-elle? Anna, répondit-elle en hésitant. Anna Grace. Je m'appelle Anna, Anna, répéta-t-il comme s'il essayait. Je travaille à la bibliothèque l'après-midi, ajouta-t-elle maladroitement, et le soir au restaurant du 14e. On ne demande rien, promis. Elle, sa voix tremblait. Il lui manque quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Harold regarda de nouveau Anna. Elle se tenait à côté de sa mère, petite et incroyablement pleine d'espoir. La plupart des enfants se seraient cachés derrière leurs parents à présent, mais pas elle. Elle soutint son regard comme si cela signifiait tout. Il se surprit à demander, qu'est-il arrivé à son père? Anna hésita, puis répondit d'une voix douce. Il est décédé quand elle avait 2 ans. Accident de voiture. Elle ne se souvient pas de lui. La file derrière eux. Le silence s'était installé. Harold prit une inspiration. Il voyait son propre reflet dans les salles de réunion vitrées, dans les appartements vides, dans l'écho des pas qui n'attendaient personne. Il avait passé des années à perfectionner l'art de partir le premier. Mais voilà, au milieu d'une minuscule épicerie, une petite fille lui avait demandé de rester juste une journée. Demain, dit-il lentement. C'est à quelle heure la fête des pères? Anna cligna des yeux. À son école, 10 heures. Mais tu n'es pas obligé. Je serai là, dit-il. Les yeux d'Anna s'illuminèrent comme à Noël. Vraiment, murmura-t-elle. Harold hocha la tête une fois. Mais juste pour une journée, rayonna-t-elle. Et Anna, trop abasourdie pour parler, regarda l'homme, qui semblait dominer la ville entière, s'accroupir à la hauteur d'Anna et lui dire avec une esquisse de sourire, « Tu ferais mieux d'avoir un bon emploi du temps. Je ne suis pas du genre à faire le chaos. » Anna gloussa, et Harold Blake,
l'homme le plus froid de Wall Street, sortit du magasin, non pas avec de l'eau stagnante, mais avec une promesse qu'il n'avait jamais vue venir. Le lendemain matin, le vent était violent, frôlant les façades des immeubles délabrés, comme pour rappeler à la ville de ne pas oublier le froid qu'il pouvait y faire. Anna était assise à côté d'Harold sur un banc devant l'école d'Anna, les mains serrées autour d'un gobelet en carton rempli de café tiède. Elle ne comprend pas vraiment ce que signifie avoir un père, dit Anna doucement, brisant le silence entre eux. Elle n'était qu'un bébé quand il est décédé. Mais les enfants remarquent les choses. Ils remarquent ce qui manque. Harold jeta un coup d'œil sur le trottoir où Anna sautillait le long du trottoir, en équilibre sur une corde raide. Son petit sac à dos rebondissait à chaque pas. Elle portait un ruban dans les cheveux, jaune pâle, un peu de travers. Elle est brillante, dit-il. Elle est tout, répondit Anna. Harold resta silencieux, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, sa montre scintillant dans la lumière. Je ne voulais pas qu'elle te mette dans l'embarras hier, ajouta Anna. Elle est un peu différente. Spéciale, mais d'une manière qui lui fait ressentir les lacunes plus que les autres enfants. Je ne m'intéresse pas aux enfants, dit Harold, toujours aussi brusque. Je ne pensais pas que tu le ferais, répondit Anna presque en souriant. C'est pourquoi j'essaie encore de comprendre pourquoi tu as dit oui. Il se tourna pour la regarder, puis pour la regarder vraiment. Elle était fatiguée. C'était évident. Mais il y avait aussi quelque chose de fort en elle. Quelque chose qui avait traversé des tempêtes que la plupart des gens n'avaient pas vu venir. J'essaie de comprendre ça moi-même, dit-il doucement. Juste à ce moment-là, Anna revint en courant vers eux, essoufflée et rayonnante. Allez, c'est presque l'heure. Ils ont dit d'amener nos papas dans la salle de jeu. Harold se leva, lissant son manteau. Il hésita une seconde avant de lui tendre la main. Anna la saisit sans réfléchir, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Alors qu'ils entraient dans l'école, Anna le suivit, observant la façon dont sa fille leva les yeux vers Harold comme s'il était quelqu'un en qui elle avait déjà confiance, comme s'il avait toujours été là. La classe était un tourbillon de peinture au doigt, de forts en carton et d'étiquettes en papier cartonné avec l'inscription « Papa et moi ». Harold se démarquait comme un cheveu sur la soupe. 2 mètres d'acier décontracté au milieu d'une mer de baskets et de polaires. Mais Anna s'en fichait. Elle le tirait d'un poste à l'autre, ricanant tandis qu'il essayait maladroitement de découper des formes et de jouer à la marelle. Les autres parents le regardaient avec curiosité, quelques-uns le reconnaissant grâce aux pages financières, mais personne n'osait s'approcher. Puis vint l'heure du compte. Tous les enfants se blottirent sur des poufs pendant que leur père leur lisait. Anna grimpa sur les genoux d'Harold, s'installa comme si de rien n'était et lui tendit un livre à la couverture dessiné au crayon. « Mon papa est un super-héros. » Harold hésita. « Lis-le, » murmura Anna. Et il le fit. Sa voix, si souvent utilisée pour les discussions stratégiques en conseil d'administration et les appels aux investisseurs, s'adoucit à chaque ligne. À mi-chemin, Anna se pencha en arrière contre son torse et ferma les yeux. « Tu te sens en sécurité » murmura-t-elle. « Comme un vrai papa. » Harold sentit sa poitrine se serrer. Il leva les yeux et vit Anna debout juste devant la fenêtre, les observant. Ses yeux brillaient. Il baissa les yeux vers la petite fille dans ses bras. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait pas de promesses. Elle voulait juste une main à tenir, juste pour une journée. Et d'une manière ou d'une autre, Harold réalisa qu'il voulait être cette main, même s'il ne savait pas encore pourquoi. Le lendemain arriva comme une promesse silencieuse. Le ciel était d'un gris doux, les rues humides d'une pluie nocturne, mais à l'intérieur de l'école maternelle, les rires résonnaient et des affiches aux couleurs vives couvraient les murs. Fête des papas, était écrit en lettres de crayon sur une banderole accrochée au-dessus de l'entrée de la classe. Harold se tenait à côté d'Anna, à la porte, ajustant les poignets de son manteau sur mesure. Il avait troqué son habituel costume de super-héros contre un look plus décontracté, un pantalon sombre, un pull bleu marine et une chemise impeccable. Pourtant, il rayonnait de précision et de maîtrise, un homme fait pour les salles de réunion, pas pour les poufs. Anna tira sur sa main, les yeux pétillants d'impatience. « Prête » demanda-t-elle. « Pas du tout » murmura-t-il, mais il la suivit quand même à l'intérieur. Les enfants étaient partout, riant, jouant, bondissant avec l'énergie débordante que seul le sucre et l'excitation pouvaient produire. Les pères s'accroupissaient près des trains, tâtonnaient avec des bâtons de colle et lisaient des livres d'images à voix haute, d'une voix exagérée. Lorsqu'ils entrèrent,
Anna se tenait grande et fière au milieu de la pièce. « Voici mon papa », annonça-t-elle d'une voix forte et douce. « Juste pour aujourd'hui. » Tous les regards se tournèrent. Certains pères jetèrent un coup d'œil à Harold, l'air interloqué. Une mère près de la porte chuchota à une autre, les yeux écarquillés. L'institutrice, mademoiselle Lynn, cligna 2 fois des yeux avant de s'avancer. « Monsieur Blake », dit simplement Harold en lui serrant la main. « Eh bien, bienvenue, monsieur Blake. Nous sommes ravis que vous ayez pu nous rejoindre. » Anna rayonnait. Ils allèrent de station en station. Harold peignit un arc-en-ciel bancal avec Anna, ses traits d'abord raides, puis plus lâches. Elle lui fit porter une couronne en papier avec de la colle pailletée et des autocollants tordus. Il traça la ligne à l'heure du chant, mais de justesse. À la table plaidoche, Anna modela une petite famille de 3 personnes. Une petite fille, une maman blonde et un grand homme en costume avec des lunettes rondes plaidoches. « C'est nous », murmura-t-elle. « Juste pour aujourd'hui. » Harold fixa les figurines, la mâchoire serrée. Puis vint l'heure du cercle. Les enfants se rassemblèrent en cercle, chacun assis à côté de son papa. Madame Lynn frappa dans ses mains. « Bon, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire. Elle peut être réelle ou imaginaire. Quelque chose chez ton papa qui te rend heureux. » Harold sentit Anna lui serrer la main. Elle se tenait minuscule et rayonnante, regardant autour du cercle. « Mon papa m'emmène à l'aventure », commença-t-elle. « On part en grand. Il se promène en ville et prend le thé avec les tigres. Il porte une cape sous sa tenue de travail et ne laisse jamais entrer les monstres dans son placard. Il me lit des histoires qui me font rêver. Il est fort et calme, mais quand je ris, il rit aussi. » La pièce se tut, même les enfants les plus distraits s'arrêtèrent pour écouter. « Et parfois, » ajouta-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Il apparaît. Juste quand j'ai besoin de lui. » Harold cligna des yeux, les yeux fixés sur elle. Anna se retourna et s'assit à côté de lui, glissant sa petite main dans sa paume sans un mot. Il la serra fort. Mademoiselle Lynn s'éclaircit la gorge. « Merci, Anna. C'était magnifique. » De l'extérieur, par la fenêtre, Anna observait tout cela se dérouler. Elle était venue déposer la boîte à lunch d'Anna, mais lorsqu'elle vit Harold agenouillé sur le tapis à côté de sa fille, portant une couronne en papier et tenant des mains en pâte à modeler, elle ne put se résoudre à l'interrompre. Puis elle entendit la voix d'Anna Porter à travers la vitre. Chaque mot était plus profond que le précédent. Des larmes lui montèrent aux yeux et coulèrent silencieusement. Elle pressa la main contre la fenêtre, bouleversée par ce qu'elle voyait. Ni une mascarade, ni une mise en scène, mais quelque chose de réel, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru que sa fille ressentirait. À l'intérieur, Anna appuya sa tête contre le bras d'Harold. « Tu t'en sors vraiment bien », murmura-t-elle. Il la regarda, incapable de parler, car quelque chose dans sa poitrine s'était ouvert en deux, et il n'était pas sûr de vouloir le refermer. Ce soir-là, alors que la ville brillait au crépuscule et que la circulation murmurait en contrebas, Harold fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il réserva un dîner pour 3. Pas d'associés, pas d'aide, pas de hochement de tête silencieux au sujet des participations et des fusions, juste une petite fille aux boucles d'or, sa mère discrètement radieuse, et l'homme qui commençait à se demander si les murs qu'il avait construits autour de lui valaient ce qu'ils avaient coûté. C'est juste pour clore le chapitre. Harold s'était dit en les invitant à conclure soigneusement. Mais au moment où Anna poussa un cri de joie en le voyant attendre devant le petit Harold, Beastro ne savait pas que tout allait bien se passer. Ils s'assirent à une table dans un coin, près de la fenêtre. Une musique douce jouait, les lumières tamisées et chaleureuses. Anna sautillait sur son siège, feuilletant le menu enfant. « Ils ont des macaronis au fromage avec les morceaux croustillants ?» demanda-t-elle. « Ils en ont maintenant », dit Harold avec un demi-sourire, faisant signe au serveur. Anna rit doucement en secouant la tête. « Tu n'as pas à la gâter. »« Juste pour ce soir, dit-il. »« Ce n'est pas grave. » Lorsque le dîner arriva, la conversation coula plus facilement qu'Harold ne l'avait prévu. Anna bavarda sans arrêt, lui racontant ses livres d'images préférés, la grimace bizarre que faisait son poisson rouge quand on le nourrissait, et son projet de devenir un jour médecin de dauphins et astronaute. Mais alors, au moment du dessert, c'est arrivé. Anna se tourna vers lui, complètement à l'aise, et dit « Papa, je peux te montrer mon dessin maintenant ?» Anna se figea. Elle ouvrit la bouche pour la corriger,
mais Harold l'interrompit doucement d'un regard et d'un sourire. Juste pour ce soir, répéta-t-il doucement. Anna sortit une feuille pliée de son sac à dos et la posa sur la table. C'était un dessin au crayon, irrégulier, mais plein de joie. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un soleil jaune, un grand, un moyen, un minuscule, tous souriants. Au-dessus, en lettres capitales colorées, elle avait écrit « Moi, maman et mon papa ». La gorge d'Harold se serra. Il fixait la feuille comme le miroir d'une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. « C'est nous, dit fièrement Anna. Je l'ai dessiné après l'école. » Harold ne parla pas. Il ne pouvait pas. Le silence qui suivit fut pesant. Pas gênant, mais sacré. Puis, lentement, Harold posa sa fourchette et regarda par-dessus la table. Sa voix était basse et craquait sur les bords. « J'avais un fils, dit-il, et une femme. Elle s'appelait Élise. Notre garçon s'appelait James. Il avait les cheveux noirs et de grandes questions. Il voulait savoir comment tout fonctionnait. » Anna le regarda doucement, attendant. « J'ai raté son premier projet de classe, celui où les pères viennent t'aider à construire des volcans, continua Harold. Je lui ai dit que je ferais le prochain, que j'avais du travail, toujours du travail. » Il regarda par la fenêtre un long moment, puis les regarda de nouveau. « Ce matin-là, Élise m'a supplié d'y aller, mais je lui ai dit que j'avais une réunion à ne pas manquer, alors elle l'a emmené seule. » Ses mains se sont lentement crispées sur la table. Ils ont été renversés par un conducteur ivre à 2 pâtés de maison de l'école. Anna a halté doucement. La voix d'Harold est tombée, à peine audible. Elles sont mortes instantanément. Le silence est retombé, plus épais maintenant, déchiré par une douleur partagée. J'étais trop tard, murmura-t-il. J'ai raté chaque instant important. Et maintenant, je vis avec le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Ses yeux étaient rouges, sa voix éraillée, mais aucune larme ne coulait. Il ne s'était pas autorisé à pleurer depuis l'enterrement. De l'autre côté de la table, Anna a lentement tendu la main et l'a posée sur la sienne. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne parla ni de destin ni de guérison. Elle lui serra simplement la main comme si c'était quelque chose de sacré. Peut-être que ces moments te manquent alors, dit-elle d'une voix douce comme une promesse. Mais tu n'as pas à les manquer maintenant. Chaque enfant veut quelqu'un qui essaie. Anna n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de présence. Harold la regarda, stupéfait par la grâce de ses paroles. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le voyait dans sa totalité et ne détournait pas le regard. Puis il sentit une petite main sur sa joue. Anna s'était levée sur son siège et s'était penchée, sa petite paume chaude contre son visage. « Si tu étais un mauvais père avant, murmura-t-elle. Peut-être que maintenant tu peux être un bon père pour moi. » Son cœur se brisa. Il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était faite d'un matériau irremplaçable. « Je ne te mérite pas, s'étrangla-t-il. La voix d'Anna n'était pas plus forte qu'un souffle. Mais je t'ai choisi quand même, et à cet instant, le passé n'a pas disparu. Mais il a cessé de gagner. C'était un jeudi après-midi. Les mains d'Anna tremblaient tandis qu'elle pliait son tablier et le posait sur le comptoir. Le gérant du restaurant, un homme chauve avec un presse-papier et un air renfrogné, refusait de la regarder dans les yeux. « Je ne veux pas de drame, dit-il sèchement. Mais on ne peut pas laisser des employés s'immiscer dans les affaires, surtout pas dans la société propriétaire de ce bâtiment. » Le cœur d'Anna se serra. Je ne savais même pas jusqu'à récemment qui il était. Il la coupa. Vous l'avez amené ici. Vous avez déjeuné avec lui en uniforme. Les clients parlent. Quelqu'un à l'étage a entendu. Ce n'est pas une bonne idée. Il pense que vous essayez de jouer les trouble-fêtes. Je ne le faisais pas, dit-elle, presque suppliante. Je ne le ferai jamais, j'en suis sûr, dit-il. Mais la perception est primordiale. Et voilà. Des heures plus tard, Anna était assise sur un banc usé à l'arrêt de bus, son manteau serré autour d'elle et Anna blottie contre elle. La petite fille ne comprenait pas pourquoi les mains de sa mère tremblaient, ni pourquoi elle n'avait pas parlé depuis 15 minutes d'affilée. Elle savait juste que quelque chose n'allait pas, « Maman », murmura Anna. « On a des ennuis. »« Non, ma puce », s'étrangla Anna. « Pas des ennuis, juste de la fatigue. » Ses yeux la piquaient, sa tête lui faisait mal, et elle ne pensait qu'à la vitesse à laquelle tout ce qui était bon s'était envolé dès qu'elle osait croire que ça pourrait durer. Puis, des phares.
Une élégante voiture noire s'arrêta sur le trottoir. La portière arrière s'ouvrit avant même que le moteur ne s'arrête. Harold en sortit. Il regarda autour de lui, puis les vit blottis l'un contre l'autre sous un lampadaire vacillant. Anna leva les yeux, surprise, s'essuya le visage rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix rauque, mais il ne lui répondit pas. Au lieu de cela, il alla droit vers Anna, s'agenouilla sur le trottoir et la regarda dans les yeux. Sa voix était basse, pleine d'émotion. « Personne n'a le droit de faire du mal à ta maman. Pas tant que je suis là. » Anna cligna des yeux, surprise, puis sourit doucement, tendrement, et enroula ses bras autour de son cou. Anna les fixa, le cœur battant la chamade. « Elle a perdu son travail » dit Harold en levant les yeux vers elle. « À cause de moi. »« Ce n'est pas ta faute » murmura Anna. « Si » dit-il en se levant. « Et je ne compte pas laisser les choses en rester là. » 2 jours plus tard, Anna entra dans les bureaux de la Fondation Blake, une branche philanthropique discrète mais puissante de l'entreprise d'Harold. À peine avait-elle franchi le seuil qu'elle l'entendit, de petits pas courant dans le couloir. « Papa !» La voix d'Anna résonna comme un rayon de soleil. Harold se retourna juste à temps pour la rattraper et la voir sauter dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme s'il était tout pour elle. « Ta petite fille te manquait, papa ?» Harold la serra contre lui en souriant doucement. Comme toujours. Tout le monde dans le hall l'observait, mais personne ne dit mot. L'homme qu'il n'avait connu que sous le nom d'Harold Blake, impitoyable et calculateur, était tout autre à cet instant. Il fit asseoir Anna, puis se tourna vers Anna. « Je te veux ici, dit-il. En tant qu'assistante personnelle pour la fondation, j'ai besoin de quelqu'un qui se soucie des autres. Et toi ? Tu n'as jamais cessé de donner, même quand ça te coûte, déglutit Anna avec difficulté. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est une seconde chance pour nous deux. Elle regarda Anna, toujours serrée dans sa main, et réalisa quelque chose de profond et de vrai. Peut-être que les secondes chances n'étaient pas parfaites, mais elles étaient pleines de présence, et c'était suffisant. C'est arrivé progressivement, comme le printemps qui s'installe après un long hiver rigoureux. Ils n'en ont jamais parlé, n'ont jamais déclaré de nouveaux départs ni franchi aucune ligne officielle. Mais d'une manière ou d'une autre, entre les dépôts d'école et les dîners tardifs, les histoires du soir et les courses, tous les 3 sont devenus plus qu'une simple coïncidence. Ils sont devenus une famille. Harold commença à quitter le travail plus tôt, non pas par obligation, mais parce qu'il voulait lire à Anna avant de se coucher. Il rapportait à la maison des livres sur l'espace, les animaux et les monstres rigolos qui se brossaient les dents. Il faisait des voix horribles, mais Anna les adorait. Chaque soir, elle grimpait sur ses genoux, se blottissait contre sa poitrine et murmurait « Encore une page, papa ». Et chaque soir, il répondait « Oui ». Anna l'observait depuis la porte, les bras croisés sur la poitrine, un sourire discret aux lèvres. Elle essayait de ne pas interpréter cela, de ne pas tomber dans quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler, mais elle tombait déjà. Elle aimait la façon dont Harold laçait les chaussures d'Anna trop serrées et devait les refaire 2 fois. Elle aimait la façon dont il avait un élastique à cheveux de rechange dans la poche de son manteau, au cas où. Elle aimait la façon dont il la regardait, comme s'il ne la voyait pas seulement comme une mère célibataire ou un fardeau, mais comme une personne de valeur. Et cela la terrifiait, car elle avait déjà connu l'espoir, et elle avait connu ce que c'était que de le voir lui filer entre les doigts. Un vendredi soir, Anna rentra de l'école, inhabituellement silencieuse. Elle repoussa son dîner, puis s'appuya contre Harold sur le canapé, le visage chaud et pâle. « Mon cœur » Anna s'agenouilla près d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai mal au ventre » murmura Anna. 1 heure plus tard, elle avait 40 degrés de fièvre. Anna, paniquée, passa des linges froids sur le front de sa fille, appela le pédiatre pour vérifier les symptômes. Harold resta calme jusqu'à ce qu'Anna se mette à pleurer dans son sommeil. Puis il perdit son calme. Il s'assit près de son lit, lui tenant la main, écartant ses boucles humides de son visage. « Tout va bien » murmura-t-il. « Tu es en sécurité. Je te tiens. » Mais Anna remua, sa voix n'étant plus qu'un gémissement entrecoupé. « Ne me quitte pas aussi, papa. » Harold se figea. Tout en lui se brisa d'un coup. Il n'avait pas pleuré depuis des années, ni à l'enterrement, ni dans les mois qui avaient suivi. Mais à cet instant, alors que cette petite voix perçait l'obscurité, il s'effondra.
Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues tandis qu'il se penchait et la prenait dans ses bras. Elle brûlait, son petit corps tremblait. Il la serra contre lui, la berçant doucement. « Je suis là » s'étrangla-t-il. « Je ne vais nulle part. Je te le promets. » Il resta ainsi toute la nuit. Il ne bougea pas, ne dormit pas, la serra simplement dans ses bras, lui murmurant du réconfort jusqu'à ce que sa fièvre tombe à l'aube. Quand Anna entra dans la chambre le lendemain matin, elle les trouva toujours sur le rocking-chair. Anna recroquevillée, dormant paisiblement, et Harold, brisé et en voie de guérison à la fois. Ses yeux étaient rouges. Sa chemise était trempée de sueur et de larmes, mais ses bras étaient fermes. Il leva les yeux vers Anna, une expression crue et muette sur son visage. Et elle sut qu'il s'était enfin autorisé à le ressentir. Pas seulement du chagrin, mais de l'amour. Un amour vrai, terrifiant, magnifique. Et elle sut à cet instant qu'aucun d'eux ne serait plus jamais comme avant. Il ne l'avait pas vu depuis des années. Daniel Marks, le beau-frère d'Anna, seul parent encore vivant du côté de son défunt mari, débarqua un dimanche matin sans prévenir. L'air sévère et le costume trop rigide pour être sincère. « J'ai entendu dire que vous laissiez un PDG jouer au papa et à la maman avec ma nièce, dit-il froidement, debout sur leur porche. Ce n'est pas de la famille, Anna. C'est de la convenance. Anna resta figée, ses bras protégeant instinctivement la porte derrière elle. Vous ne l'avez jamais rencontré, dit-elle doucement. C'est précisément pour cela que je veux changer les choses. Je demande la tutelle légale. Tu crois qu'un milliardaire peut lui donner ce dont elle a vraiment besoin? De la stabilité, de la morale? Ricana-t-il. Tu n'as pas les idées claires. Tu es juste désespéré. Harold se tenait derrière elle, silencieux, les poings serrés. Le cœur d'Anna s'emballa, son monde bascula soudainement. Elle s'était battue si longtemps pour construire quelque chose de doux, de sûr, et maintenant quelqu'un d'un passé qu'elle avait enfoui essayait de lui arracher tout cela. La salle d'audience était froide, bien plus froide que les rues enneigées. Des rangées de bancs en bois étaient rigides et silencieuses, comme leurs occupants. Le juge était assis en hauteur, vêtu de noir, le regard indéchiffrable, parcourant le dossier. Au premier rang, la petite Anna était assise à côté d'Harold, ses petits doigts serrés autour de sa main. Ses pieds pendaient au-dessus du sol, impossible à atteindre, mais sa présence emplissait l'espace comme si elle était la personne la plus grande de la salle. En face d'eux était assis Daniel Marks, rigide, poli et fier. Il se pencha vers la table, le regard perçant et déterminé. Cet homme, dit Daniel en désignant Harold, ne fait pas partie de la famille. C'est une distraction temporaire, un riche étranger qui connaît cet enfant depuis quoi, des semaines? Des mois. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Anna, et ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est le sang, la stabilité, pas un fantasme construit sur des contes de fées. Des murmures parcoururent la foule. Le juge leva la main. Et l'amour a-t-il de l'importance dans ce tribunal, maître Marks? Daniel hésita. La question le prit de court. Bien sûr que oui, mais l'amour n'annule ni la responsabilité ni la biologie. Le juge hocha la tête pensivement. Puis un bruit, doux, à peine audible au début, une chaise qui bougea, une petite silhouette qui se leva. Anna. Elle se leva du banc des témoins, un peu chancelante, mais brûlante de détermination. Elle serra plus fort la main d'Harold en se dirigeant vers le centre de la salle, tous les regards la suivant. L'huissier fit un pas en avant, incertain, mais le juge elle fit signe au silence. Anna s'arrêta devant le banc et leva les yeux. « Je m'appelle Anna Grace, dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Et j'ai déjà un papa. » Des hoquets de surprise s'élevèrent derrière elle. Daniel cligna des yeux, stupéfait. « Il me fait la lecture tous les soirs, » poursuivit Anna, le menton légèrement relevé. « Il ne crie jamais. Il fait sourire maman. Il me tient la main quand j'ai peur. Et il ne me fait jamais me sentir petite. » Le silence se fit dans la salle d'audience. Anna se tourna vers Harold. « Je n'en veux pas d'un nouveau, dit-elle. Je l'ai déjà choisi. » Harold cligna des yeux, les larmes lui montant aux yeux. Le juge se pencha lentement en arrière, expira et, après un long moment, dit avec une autorité tranquille, compte tenu du témoignage émouvant, du lien évident entre l'enfant et M. Blake, et de l'absence de relation antérieure stable avec M. Marks, ce tribunal rejette la demande de tutelle. Un souffle bref s'échappa des lèvres d'Anna, qui porta la main à sa bouche.
Anna courut vers Harold et le serra dans ses bras, la tête appuyée contre sa poitrine. Et pour la première fois, Harold ne se sentit plus comme un homme prétendant protéger un enfant. Il se sentit père pleinement, enfin, pour toujours. La lettre arriva une semaine plus tard. Papier couleur crème, un seau en gras dans un coin. Anna la tenait dans des mains tremblantes, son regard scrutant les mots encore et encore. Un poste de chercheuse dans l'un des meilleurs instituts de développement de Boston. Tout ce dont elle avait rêvé à l'université, avant Anna, avant les difficultés, avant Harold. Debout dans la cuisine, elle regardait par la fenêtre givrée, la ville dehors saupoudrée d'une fine couche de neige. Elle n'entendit pas. Au début, il ne perçut que le murmure du ruisseau tranquille du bois tandis qu'Harold la suivait. « Tu as compris, dit-il doucement. » Elle acquiesça, mais à voix basse. « Je n'y vais pas, fronça-t-il les sourcils. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est trop loin. »« Anna est contente. »« Tu es là. »« Ceci, dit-elle en désignant la vie qu'ils avaient construite. Ceci compte davantage. » Harold s'approcha d'une voix ferme, mais bienveillante. « Anna, on n'abandonne pas ses rêves. On les porte avec soi. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Et si je perdais ce que nous avons ?» Harold n'hésita pas. Il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens comme par instinct. « Ce n'était pas assez réel, au départ, dit-il. Mais je crois que si. » Elle le regarda. Le même homme qui se tenait autrefois dans une épicerie du coin comme s'il possédait le monde, se tenait maintenant devant elle comme si elle était son monde entier. Et cette fois, elle ne fuyait pas l'espoir. Elle s'y appuyait. Une semaine plus tard, Harold préparait ce qu'Anna appellerait le meilleur dîner de sa vie. Ils entrèrent dans le jardin sur le toit de son immeuble, désormais transformé par de chaleureuses guirlandes lumineuses et une petite table dressée pour trois. La neige bordait le chemin de pierre comme du sucre glace. Les bougies vacillaient doucement dans la brise. Anna poussa un cri aigu en voyant les cupcakes, mais puis son regard se posa sur une petite boîte au centre de son assiette. Son nom y était écrit de la main d'Harold. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Ouvre-la » sourit Harold. À l'intérieur, niché sur du velours, se trouvait un délicat collier en argent. Sur le petit pendentif était gravé un mot, « famille ». Au dos, pour toujours, haleta Anna. « C'est pour moi » s'agenouilla Harold à côté d'elle. « Tu m'as appris ce que signifie la famille, dit-il. Et je veux que tu saches que, peu importe où la vie nous mène, tu m'auras toujours. » Anna lui jeta les bras au cou en riant. « Tu es mon papa pour toujours maintenant. » Harold l'embrassa sur le sommet de la tête, la gorge serrée. Puis il se leva, se tourna vers Anna et sortit une deuxième boîte de la poche de son manteau. « Anna, dit-il doucement, tu es entrée dans ma vie comme une tempête et tu en as fait un foyer. » Elle se couvrit la bouche, déjà tremblante. « Cette fois, dit-il, je ne fais pas semblant. Je ne veux pas de temporaire. Je ne veux pas de commodité. Je veux du vrai. » Il ouvrit la boîte. Une simple bague. Intemporelle. Veux-tu être ma famille pour de vrai? Des larmes coulèrent sur les joues d'Anna. Elle hocha la tête, incapable de parler, et tomba dans ses bras. Anna frappa dans ses mains. Puis-je être la demoiselle d'honneur, rit Harold, tenant toujours Anna dans ses bras. Tu seras bien plus que ça. 6 semaines plus tard, la chapelle était petite, ensoleillée, pleine de rires et de roses blanches. Anna descendit l'allée la première, vêtue d'une robe blanche à la ceinture scintillante et arborant un sourire fier qui ne s'estompait jamais. Elle laissa tomber des pétales en petites touffes maladroites et salua chaque invité. Harold se tenait devant l'autel, son costume impeccable, les mains à peine tremblantes. Quand Anna apparut radieuse dans une simple robe ivoire, il en oublia de respirer. Leurs vœux n'étaient ni répétés, ni poétiques, juste réels. « Je ne croyais pas aux secondes chances, » dit Harold. « Jusqu'à ce que je rencontre 2 filles qui m'ont donné envie de devenir quelqu'un qui vaille la peine d'être aimé. Je pensais que l'amour était synonyme de sacrifice, » murmura Anna. « Mais tu m'as montré que ça peut aussi être un foyer. » Anna se tenait à leur côté, rayonnante, les mains serrées dans les leurs. À la fin de la cérémonie, Harold la prit dans ses bras et l'embrassa sur le front. « C'est toi qui m'as choisi en premier, tu te souviens, dit-il, souriant à travers ses larmes. » Et elle murmura en retour, fière et sûre d'elle. « Le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Ce soir-là, alors que la neige tombait doucement dehors, tous les 3 dansèrent dans le salon, pieds nus, riant,
sans musique, mais avec leur propre joie, une vraie famille pour toujours. Et c'était l'histoire de la simple question d'une petite fille qui changea 3 vies à jamais. Parfois, l'amour n'arrive pas avec des entrées grandioses. Parfois, il murmure à travers une voix d'enfant, grâce aux secondes chances, et grâce au courage de croire que la famille n'est pas toujours celle avec qui on est, mais celle qu'on choisit. Si cette histoire vous a touché, vous a fait croire à la guérison, à la rédemption et au pouvoir tranquille de la présence, aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories. Nous vous proposons ici des récits touchants, des histoires qui vous rappellent la beauté de l'esprit humain et comment même un inconnu peut devenir votre éternel. En attendant, gardez espoir, car les plus petites voix peuvent nous ramener à la source.